Merci Alain. J'ai pris un certain nombre de notes et à travers tout ce que tu viens de nous expliquer, j'ai retenu deux thèmes. Le dernier dont tu viens de parler, le deuxième, c'est celui de clé de voûte, en quelque sorte, que joue la Palestine dans tout cela. Sans la clé de voûte, l'édifice tel qu'il est, aussi chaotique soit-il, s'écroule et toutes les cartes sont à rejouer ou à redistribuer. Deuxièmement, et ça perce à travers tes propos, le rôle des armes physiques, des armes. Ces armes, d'où viennent-elles? Tu en as parlé partiellement. Le départ de Kadhafi a représenté la libération d'un immense arsenal disséminé dans des zones désertiques que se sont appropriés des groupes ou des tribus de toutes sortes et qui ressortent maintenant avec des armes lourdes. Lorsqu'on voit des tribus débouler avec des chars, on se demande quand même, c'est bizarre, nos tribus associées à des blindés. Donc, un certain nombre de choses que l'on retrouve systématiquement, et moi qui me laisse encore plus rêveur qu'avant, devant le chaos. Alors, y a-t-il, c'est la première question, après je donne la parole à la salle, y a-t-il à travers tout cela une improvisation permanente que les faits déclenchent à la surprise générale, ou y a-t-il derrière tout cela un plan établi? Et ce plan, à quand remonte-t-il? Existe-t-il? Semble-t-il réaliste? C'est un point d'interrogation qui ressort un petit peu de ce que tu nous as dit. La troisième, je dirais, parenthèse à ces deux interrogations, donc la clé de voûte, le rôle de clé de voûte de la Palestine, ensuite le rôle des armes, parce que tout cela n'arriverait pas s'il y avait non pas seulement du pétrole, mais autant d'armes, mais également, y a-t-il derrière tout cela quelqu'un qui tire les ficelles dans une stratégie à moyen et long terme, ou alors est-on dans une improvisation permanente, qui peut être blanche d'un côté, noire le lendemain? Y a-t-il une réflexion qui mène tout cela? Oui, bien sûr, il y a une réflexion, mais il faut là peut-être voir dans quelle étape de l'histoire mondiale, si on peut dire, en employant les grands mots, on est entré. C'est-à-dire que la fin de la guerre froide marquait l'ouverture d'une nouvelle étape. On a mis longtemps à comprendre qu'est-ce qu'elle signifiait. On a eu un moment l'impression qu'on allait vers une espèce de superpuissance américaine, hyperpuissance, disait notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine. En fait, on se rend compte que plutôt on va vers un monde multipolaire, ce qui peut aussi vouloir dire un monde plus désorganisé. Il ne faut pas en avoir une vision idyllique. Mais en tous les cas, un monde dans lequel l'Europe incontestablement est très affaiblie et dans lequel les Américains ont moins de possibilités ou de réaliser leurs objectifs. Disons, la politique américaine au Proche-Orient, ça a toujours été la place géopolitique du Proche-Orient face à l'Union soviétique. Ça a disparu, l'importance, le pétrole et Israël. Le pétrole reste, Israël reste, mais je vous signale que même pour le pétrole, le contrôle physique du pétrole n'est plus très très important. Vous vous rendez compte par exemple que malgré toutes les guerres qu'il y a au Proche-Orient, le prix du pétrole n'arrête pas de s'effondrer. Donc en fait, ce qui gère aujourd'hui, enfin ce qui régule le pétrole, c'est le marché pétrolier, et on n'est plus dans la situation en 1973 où qui que ce soit est capable de fermer les vannes. Donc, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un retrait relatif des Américains de la région,
qu'il y a une montée en puissance des puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui jouent un rôle d'une certaine manière, enfin l'Iran évidemment indépendant des Américains, mais la Turquie qui est dans l'OTAN aussi, et même l'Arabie Saoudite qui mène sa propre politique, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Et la multiplication de ces acteurs, évidemment, ne favorise pas un grand plan. Donc, oui, il y a un grand plan pour les Américains, dans le sens où cette région est importante pour eux et qu'ils veulent garder un certain nombre de cartes, mais en même temps, il n'y a pas le moyen de refonder cette région ou de la rebâtir, ou ce qui était le but de George Bush, c'est-à-dire en disant on va refaire les États, on va mettre des régimes parlementaires qui nous soient alliés, enfin une évolution qu'on aurait pu imaginer comme en Amérique latine, c'est-à-dire que on est passé des dictatures militaires dans les années 70-80 à des régimes libéraux sur le plan politique et libéraux en général sur le plan économique. Et bon, les Américains qui avaient mis en place les dictatures militaires, ça sont très bien accommodés. On aurait pu imaginer ça. Ça n'a pas été possible pour beaucoup de raisons, mais dans lesquelles on pourra aussi en parler. Et aujourd'hui, on le voit bien, leur intervention ils ne sont pas intervenus en Syrie de manière importante. En Irak, ils interviennent par les airs et il semble pour l'instant qu'ils ne sont pas du tout prêts à aller sur le terrain. Et donc on a une situation dans laquelle, une situation, je dirais, de chaos dans laquelle il est très difficile de déterminer quelle est une bonne politique par rapport à leurs propres objectifs, hein, je veux dire, par rapport à ce que les Américains ont comme objectif. Sur la question des armes, c'est un peu une question différente, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les armes qui venaient des arsenaux de Kadhafi, qui ont essaimé, je dirais, partout, et puis il y a les ventes d'armes des pays occidentaux, ou d'ailleurs de la Russie, je dirais, qui répondent réellement en général à des impératifs largement économiques et pas politiques. C'est-à-dire, comme vous savez, on est prêt à vendre le Rafale à n'importe qui du moment qu'il y a quelqu'un qui l'achète. Et après, on trouvera des raisons pour dire que le maréchal Sissi participe à la lutte contre le terrorisme. Mais je ne crois pas vraiment que ce soit l'élément important. Je ne pense pas que le Rafale ait un rôle crucial dans la lutte contre les djihadistes dans le Sinaï. Donc voilà un peu comment ça se fait. Mais c'est vrai que cette impression, enfin, si tu veux, bon, il y a des gens qui pensent réellement que le chaos a été voulu par les États-Unis, hein, que c'était une politique délibérée. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'installer une zone d'instabilité en plus, je veux dire, aux frontières de l'Europe, aux frontières de la Turquie, etc., avec toutes les conséquences qu'on voit déjà et qu'on peut imaginer, ça puisse être entré dans le calcul de qui que ce soit. Merci. Donc on va faire circuler maintenant le micro. Qui veut prendre la parole ? Est-ce que vous pourriez vous étendre un petit peu plus dans votre exposé sur le rôle d'Israël comme vecteur de pourrissement depuis des décennies de l'ensemble de la région? Pourrissement politique, puisque maintien de régimes hyper militarisés, plus un soutien absolu, je dirais, à certains de ces régimes des États-Unis, même de l'Europe, de la Grande-Bretagne. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler cela? Bonsoir. J'aimerais vous poser quelques questions, notamment sur la Turquie. Je suis un Strasbourgeois d'origine turque et notamment de l'AKP et de la Turquie d'Erdogan.
parce que la Turquie a été, comme vous le savez, un grand allié d'Israël. Il y avait un accord militaire. Et depuis ces 10 dernières années, mais plus précisément ces 5 dernières années, il y a un retournement de situation en Turquie, notamment avec la flottille de la liberté, le sommet de Davos, où M. Erdogan s'était accroché avec M. Peres. La Turquie a construit de nombreux hôpitaux à Gaza, la centrale électrique, etc. Et systématiquement, dans son discours politique, il y a un soutien constant au peuple palestinien. Certes, M. Erdogan fait de la politique, mais en tout cas, il a, je pense, le courage de le dire. Après, vous avez, M. Grech, vous êtes un spécialiste sur ces questions-là, mais je pense que vous avez un peu occulté la Turquie et l'AKP, parce que c'est quand même le seul modèle après le printemps arabe, avec la Tunisie et la Turquie, où le prolongement des frères musulmans ont eu une réussite démocratique, à faire émerger un pays, à le sortir de l'impasse. Mais le problème, c'est que je me réjouis de votre positionnement sur la question de l'alévicisme, parce que j'ai 36 ans et souvent dans les discussions que j'ai avec des amis, j'ai du mal à comprendre ce positionnement, et vous l'avez dit très justement que l'alévisme part d'un point de vue non religieux mais politique. 13 ou 14 siècles avant. Et souvent, en France, et surtout dans cette ville à Strasbourg, c'est beaucoup d'associations d'alévis qu'on entend beaucoup, alors qu'ils sont une minorité de l'immigration turque en France et à Strasbourg. Et ils ont souvent un regard idéologique sur la question de la Turquie, avec une sous-jacente islamophobe lorsqu'ils traitent Erdogan. Et on le voit aujourd'hui dans la presse européenne, je veux dire en Europe, parce que sur la dernière question de Monsieur Flamand, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des bisbilles entre les États-Unis, entre l'Union européenne et la Turquie, notamment sur la question syrienne, notamment sur la question palestinienne et tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je terminerai mes propos en faisant une petite analyse, en vous posant une question par rapport aux derniers événements de Charlie Hebdo. C'est-à-dire, vous avez dit qu'on ne peut pas faire une guerre contre le terrorisme, mais aujourd'hui, quelque part, on instrumentalise la question de l'islam suite aux attentats de Charlie Hebdo en disant qu'il y a du jour au lendemain, il y a du salafisme, il y a un danger pour la République, et on essaye de cloisonner, de réparer la question de l'islam en France, et la République s'immisce dans les affaires de l'islam, directement et indirectement. Donc j'aimerais juste avoir le parallèle entre Al-Qaïda et tous les groupes soi-disant terroristes qui existent aujourd'hui au Moyen-Orient, et la question de l'islam en France, et le parallèle. Je vais revenir dans mes notes si je vais Oui, je n'ai pas parlé beaucoup du rôle d'Israël. J'ai parlé, enfin, indirectement en parlant des Palestiniens. Évidemment, elle joue un rôle très, très important dans cette région, par son alliance avec les États-Unis, mais et par son attitude à l'égard de la question palestinienne et de l'occupation palestinienne. Sur son rôle régional, bon, évidemment, elle a joué un rôle très important, ne serait-ce que par la multiplication des guerres au Liban, à Gaza, enfin, je ne rentre pas là-dedans. Ce qu'on voit en revanche, c'est une assez grande confusion, mais enfin, ce n'est pas les seuls, face à ce qu'on a appelé les printemps arabes, et notamment face à ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat parmi les dirigeants israéliens qui n'a pas vraiment été tranché parce que ça ne se posait pas concrètement sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Syrie. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons la chute du régime ou est-ce que qui risque d'amener des groupes entre guillemets terroristes encore plus dangereux que la Syrie et qu'il vaut mieux avoir finalement un régime qu'on connaît et qui n'est pas trop dangereux,
ou est-ce qu'il faut renverser le régime qui est un allié de l'Iran? La question, donc sur les printemps arabes, globalement, ils ont eu un profil bas. Simplement, ils ont tout à fait soutenu le coup d'État en Égypte, de manière très claire. Jamais la coopération entre Israël et l'Égypte n'a été aussi forte dans le blocus de Gaza. Mais au-delà du blocus de Gaza, c'est-à-dire il y a vraiment une convergence d'intérêts. Et ils ont surtout aujourd'hui un rôle, je n'ai pas parlé malheureusement, parce qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, je regrette, mais j'ai déjà parlé plus d'une heure, c'est la question du nucléaire iranien. C'est-à-dire que, comme vous savez, ils sont un des éléments les plus actifs pour essayer de faire échouer cet accord, qui pourrait avoir un rôle, à mon avis, de détente relative. C'est-à-dire que ça ne va pas créer une alliance américano-iranienne, mais ça pourrait amener à une certaine détente de la situation dans la région et amener Américains et Iraniens peut-être à coopérer non seulement dans la lutte contre l'État islamique, mais éventuellement pour des solutions au Yémen ou ailleurs. Donc voilà, je veux dire, c'est effectivement tout à fait, c'est un rôle tout à fait important et il faut le mettre plutôt dans l'histoire. Mais on sent que sur la question des printemps arabes, ils sont hésitants. Et puis il y a un autre élément qui est important, c'est-à-dire que leur alliance c'est une des choses qui a toujours été problématique par rapport à une politique américaine qui était, par exemple, de créer une grande alliance face à l'Union soviétique entre, en gros, l'Arabie saoudite et Israël. Et même s'il y a des contacts et des convergences de facto, l'intransigeance israélienne sur la question palestinienne rend très difficile la transformation de ces contacts en à mon avis, en une vraie alliance. Sur la question de la Turquie, écoutez, moi, je voudrais qu'on ait une vision de la politique de l'AKP, qui est donc issue du courant des frères musulmans, historiquement j'entends, une vision laïque. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique qu'ils font. C'est pas de me dire, ils font ça parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils ne sont pas musulmans. J'y crois pas du tout à ça. Ce qui est sûr, c'est que l'AKP a joué un rôle important pour ouvrir le pays, mettre l'armée qui avait l'hégémonie sur la politique de côté, et, disons, dans les 6-7 premières années, dans les négociations avec l'Union européenne, d'accepter toute une série de réformes tout à fait importantes. Ils ont aussi joué, comme vous l'avez dit, sur Israël. Il y a eu un renversement, et c'est tout à fait important, et ça joue dans les rapports de force, puisque c'est le pays qui a le plus clairement pris position pour condamner la politique israélienne à l'égard de Gaza. Et comme vous savez, la flottille de Gaza a été venue de Turquie et qu'il y a eu une dizaine de morts turcs et que ça a évidemment encore aggravé les tensions. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Ce qui est vrai aussi, je pense, depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a une dérive autoritaire de l'AKP qui est provoquée par beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'elle soit provoquée par l'idéologie de l'AKP, mais qui est provoquée à la fois par une situation régionale très, très compliquée, favorisée sans doute par le fait qu'il n'y a pas de vraie opposition. Enfin, il y a des oppositions, mais elles sont divisées. Et puis, si vous voulez, il y a en gros aujourd'hui, il y a 4 forces politiques. Il y a l'AKP, il y a le CHP qui est le parti kémaliste traditionnel, qui est censé être de centre-gauche, mais qui a toujours, enfin, jusqu'à présent, toujours, regardé vers l'armée comme la solution. Alors maintenant, ils essayent de changer un peu. Et il y a le parti d'extrême droite qui s'allie au parti de centre-gauche contre l'AKP. Donc vous voyez, c'est quand même des alliances assez... Et il y a le parti kurde qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir à une partie de la gauche, qui a fait près de 10% aux élections. Et ça, c'est aussi un des grands acquis de ce gouvernement d'Erdogan, d'avoir ouvert un dialogue avec les Kurdes après 30 ans de guerre civile. Je crois que ça, c'est des choses importantes.
Mais je pense aussi que la dérive autoritaire est aussi quelque chose d'incontestable. Alors bon, il faudrait développer, vous avez raison, je n'ai pas assez parlé de la Turquie et de son rôle régional. Elle a un rôle régional important. Elle a été à un moment, comme vous savez, au moment du début des révolutions arabes, beaucoup ont pensé qu'elle allait représenter une espèce de modèle qui allie à la fois l'ouverture politique, le libéralisme économique et l'islam. Avec l'échec des frères musulmans en Égypte et le recul des frères musulmans, ça apparaît beaucoup moins net. Et la Turquie aujourd'hui a un problème à la fois d'alliance parce qu'elle s'est fâchée avec beaucoup de pays, notamment avec l'Égypte, et donc est en train de réfléchir sur son positionnement qui n'est pas encore tout à fait clair, puisque d'un côté, on a vu qu'ils se sont rapprochés des Saoudiens sur l'affaire du Yémen en soutenant l'intervention au Yémen, et de l'autre, Erdogan est allé, je crois que c'est Erdogan qui est allé, non, enfin il y a eu des visites importantes en Iran, et il y a une tentative de maintenir des relations avec l'Iran. Il faut d'ailleurs, bon, j'en ai dit un mot, c'est-à-dire il y a un problème de rapport géopolitique qui n'est pas seulement un problème idéologique ou un problème sunnite-chiite. C'est la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran ont des intérêts, je dirais quel que soit le régime, une partie par exemple de la politique iranienne, c'est la continuation de la politique du Shah en termes de puissance régionale. Donc il y a ça aussi qui joue, mais bon, j'ai pas le temps malheureusement de revenir. Alors si vous voulez, dernier point sur Charlie Hebdo et Qaïda. Alors là, ça nous amène à la fois très loin et pas très loin, mais c'est plus un débat franco-français, c'est-à-dire qu'il y a un problème en France, mais pas seulement en France, il y a pour moi un problème de rapport à l'islam et une islamophobie qui est extrêmement puissante, non seulement à droite, mais largement à gauche. Et quand je dis islamophobie, parce que bon, c'est un terme, comme vous savez, qui suscite beaucoup de débats, mais qui a été accepté par la Commission nationale consultative des droits de l'homme il y a 1 an, et qui signifie non pas du tout le refus de critique de l'islam comme religion, mais la critique du fait qu'on attribue à l'islam, c'est qu'on définit les musulmans par l'islam. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un est musulman, vous pensez qu'il y a quelque chose de spécial dans la manière dont il pense. Et donc, les échos que moi j'ai de tas d'amis musulmans, c'est que, quel que soit leur rapport à la religion, y compris quand ils n'en ont aucun, le fait de s'appeler Mohamed ou Fatima fait que dans leur lieu de travail, maintenant, on leur dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses de Charlie Hebdo ?» Et ils sont sans arrêt assignés à des formes. Mais ça, c'est, bon, je dirais, il faudrait vraiment, pour ça, mériterait une conférence, ça mériterait une conférence de discuter de ça, de discuter comment Charlie Hebdo est devenu un élément de clivage, et comment finalement, aujourd'hui, on est dans une très grande, à mon avis, dans une très grande confusion intellectuelle sur la question même du racisme, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'antisémitisme, chaque fois qu'un officiel vous parle de l'antisémitisme, c'est pour vous dire quelles mesures on va prendre en direction des jeunes musulmans qui seraient antisémites. Alors que là aussi, le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui vient de sortir, il y a une très longue étude sur l'antisémitisme qui montre qu'il y a un antisémitisme résiduel, je dirais, qui est le reste du vieil antisémitisme français, mais vous savez qu'en France, jusqu'en 1946, il y avait la majorité des Français qui pensaient que les Juifs n'étaient pas des Français comme les autres. Aujourd'hui, c'est passé à 10%. Je veux dire, bon, on peut penser que c'est trop, je pense aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup reculé, et aujourd'hui, moi je pense qu'il ne s'agit pas de hiérarchiser les racismes, ça n'a pas de sens. Tous les racismes sont condamnables, mais en même temps, tous les racismes n'ont pas la même place dans la société à des moments donnés. Dans les années 30, l'antisémitisme était la forme dominante du racisme dans toutes les sociétés européennes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et je pense que la forme dominante, c'est l'islamophobie. Elle est d'autant plus dominante qu'elle est relayée par l'État. C'est aussi la différence entre l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est-à-dire, il n'y a pas un grand journal, il n'y a pas un grand parti politique qui fait des déclarations antisémites aujourd'hui. Même Marine Le Pen, comme vous avez vu, elle est en train de rompre avec cet héritage. Et tous les grands partis d'extrême droite populaires en Europe sont islamophobes et ne sont pas antisémites. Ils sont en général pro-israéliens. Et voilà. Donc là-dessus, il y a un débat à avoir, mais bon, j'ai presque envie de suggérer à Michel de faire une conférence là-dessus, parce que c'est un autre sujet. Une réflexion par rapport à ce que vous avez dit, puis une question. Sur les origines de cette mise à feu à sang de la région déclenchée par l'intervention états-unienne en 2003, j'ai été étonné que vous disiez que Bush et son administration avaient pour but d'amener la démocratie dans cette région. Et j'ai été très étonné aussi que vous minimisiez l'importance du pétrole et des aspects néocoloniaux, parce que en 2003, bon, le pétrole était 2 fois plus cher, et puis c'est pas une question de prix du pétrole à mon avis, puisque c'est une question de réserve de pétrole, et que ce soit la Libye ou BHL et Sarkozy sont intervenus sans doute avec les idées de Total derrière la tête, et donc la Libye et l'Irak, c'est une question de quantité et de qualité du pétrole. Voilà, ça c'est une réflexion. Je crois que la situation leur ait échappé, bien sûr, 10 ans après, ça c'est un autre problème. Mais au départ, je ne crois pas que ça soit tout à fait ça. Et la question c'est, comment expliquez-vous que dans les médias français, on n'entende jamais, ça soit complètement occulté, alors quasiment jamais, enfin, le fait que ce crève-cœur de la situation faite aux Palestiniens et la politique israélienne soit, comme vous l'avez fort justement dit, la raison majeure de ce qu'on appelle le terrorisme, de ce qui est le terrorisme, de ce qu'on appelle le terrorisme, ne soit jamais mis en débat, et les soi-disant experts, il n'y a pas d'experts qui s'expriment dans les médias français. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les pays environnants, en Allemagne ou ailleurs, mais en tout cas dans nos médias, jamais on entend cet argument fondamentalement juste, que vous avez fort bien exposé, des causes du terrorisme dans la situation crève-cœur de la Palestine. Merci. Oui, bonsoir. Pour en revenir à la Palestine et ce bizarre conflit qui oppose à Israël. Israël, bon, je pense que tout le monde a bien compris que Israël ne veut pas, tout simplement, que la Palestine existe un jour officiellement. Sinon, il y a longtemps que ce serait fait. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on peut espérer un miraculeux changement? Israël, on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, accepterait tout d'un coup, sous quelle pression, sous quel motif, je ne sais pas, que la Palestine enfin accède à son autonomie. Et voilà, c'est une question quand même importante, parce que c'est une source quand même de tension phénoménale dans la région, qui est déjà assez mouvementée là-bas, je crois. Bon. Merci. À la fin de votre exposé, vous avez fait une remarque qui m'a beaucoup fait plaisir, en définitive. Vous avez dit que s'il y avait un conflit facile à régler, c'était bien le problème palestinien. C'est tout à fait vrai, et ça ouvrirait le règlement à des tas d'autres conflits. C'est effectivement ce vers quoi on devrait aller, c'est-à-dire la création de l'État palestinien, mais je signale
que circule actuellement une idée comme quoi il faut un seul État unique sur la Palestine.